Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Alors voilà, le soleil, Stevie Wonder sera peut-être le soleil de notre journée, là, parce qu'on annonce assez généralement nuageux sur toutes les villes du réseau, et puis des maximums pour Montréal de 27 degrés aujourd'hui, 25 Sherbrooke, 25 à Trois-Rivières, 26 à Victoriaville et 24 à Rimouski. Donc voilà, vous avez une journée un petit peu plus, un petit peu moins, on va être un peu moins à broil sur le grill solaire aujourd'hui, mais néanmoins, ça reste de belles températures estivales. Donc, tâchez d'en profiter si vous êtes capable, et puis sinon, ben, vous souhaite une belle journée au travail. Alors, la vague bleue. Vous avez entendu parler de ça en fin de semaine. 2 manifestations dos à dos là, avaient lieu à Trois-Rivières en fin de semaine. Quand je dis dos à dos, c'est au sens où l'une était le contraire de l'autre, finalement. Enfin, d'un côté, vous aviez environ 125 sympathisants. Alors, j'ai bien dit 125, hein? Pas 12 500 ou 1250, mais bien 125 personnes sympathisants de ce qui s'appelle, de ce qu'ils ont appelé, eux, en tout cas, la vague bleue, qui ont manifesté de façon pacifique dans les rues. C'est un mouvement, ça, la Vague bleue, qui souhaite faire la promotion d'un État québécois laïque et également établir une constitution québécoise. Alors jusque-là, tout ça paraît très bien, mais bon, évidemment, on a beaucoup parlé de certains discours un peu, comment dire, grossièrement, peut-être xénophobes, prononcés par des participants à la tribune de cette manifestation. Et puis, en même temps, une contre-manifestation intitulée Brisons la vague. Alors, vous voyez, on a de la suite dans les idées, avait été aussi organisée, celle-là par le mouvement très inclusif, TR, hein, pour Trois-Rivières, un mouvement qui milite pour lutter contre justement les actes de xénophobie et de racisme. Et puis, ben voilà, l'escouade tactique, de nombreux policiers ont été déployés sur place. Et puis, il y a un café là, qui a été pris à partie par, dit-on, des groupes d'extrême droite, le café Frida, victime de vandalisme, donc dans la foulée de ces événements-là, je le présume. Et pour jaser de tout ça, dans la chronique qu'on pourrait appeler, disons, des affaires nationalistes et identitaires. Tiens, pourquoi pas aujourd'hui? Nous avons notre ami David Leroux en direct de chez lui. Bonjour, David Leroux. Bonjour, Nick. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez eu le temps de penser à ça, puisque ça s'est produit, ça, la fin de semaine dernière. Quelles sont vos idées là-dessus? J'ai envie de vous demander, David Leroux, Oui. est-ce qu'on fait du show business avec ça? Est-ce que avant l'ère de Facebook, on n'aurait même jamais su que ces groupes-là existaient? Existeraient-ils seulement? Et là, je parle de l'un et de l'autre, hein, d'une certaine façon. Et est-ce que finalement, on n'est pas des bons clients en plein été comme ça, quand il y a moins d'actualité, pour jaser de ces épiphénomènes, peut-être? Sont-ce des épiphénomènes, d'abord? Qu'en pensez-vous? Ben, c'est fort probable qu'il y a 10 ans, effectivement, on n'aurait absolument pas entendu parler d'un tel événement. 125 manifestants, c'est très peu. C'est pas un mouvement c'est pas une vague de fond d'extrême droite qui est en train de balayer le Québec. Ben parce que c'est ce que certains veulent qu'on pense, en tout oui, cas. Oui, absolument. C'est ce que certains veulent qu'on pense. Je crois toutefois qu'on a été l'été ou non, en 2019, on en aurait entendu parler. Parce que tout ce qui est manifestation nationaliste aujourd'hui, en 2019, dans les grands médias, chez la plupart des chroniqueurs politiques, ça s'apparente à quelque chose de dangereux, de nauséabond, qu'il faut absolument dénoncer. Et ça entre dans cette espèce de stratégie qui n'est pas une stratégie là écrite et consciente là, de la part des grands médias puis des élites qui y travaillent, mais de toujours mettre de l'avant cette menace là, la menace là des chemises brunes, si je peux dire, là, qui reviendrait en force là avec toute cette poussée des mouvements nationalistes et populistes en Occident aujourd'hui. Donc on en aura entendu parler en 2019, là. Ça, c'est certain, même si ça avait eu lieu en octobre, en mars, en pleine saison politique là, active. Donc oui, vous avez bien, Nick Payne, résumé les événements. Hein. C'était deux clans radicalement opposés qui s'affrontaient à Trois-Rivières le week-end dernier. Donc la vague bleue, le mouvement dit de la vague bleue, une manifestation, 125 personnes. Au
on y voyait des fleurs d'Elysée se faire agiter. L'objectif de la manifestation, essentiellement, c'était vraiment, ça n'allait pas plus loin qu'appuyer la loi 21 et puis réclamer une constitution citoyenne du Québec. Et puis là, bon, vous avez eu le discours notamment de Diane Blain, je crois, cette dame qui se fait remarquer là, pour des propos parfois un peu, comment dire, crus, disons-le comme ça. Oui, tout à fait, oui, j'y viens. Deuxième manifestation, comme vous l'avez dit, celle du collectif très inclusif, qui se veulent évidemment dans leurs revendications gardiens du bien et du juste et de la vertu. Manifestation dans laquelle on retrouvait entre autres des gens masqués, ce qui est une stratégie habituellement utilisée par l'extrême gauche métropolitaine, les antifascistes, les anarchistes, les Black Blocs, entre autres, les gens qui cherchent à faire la casse en général. Cette manifestation-là, elle avait pour objectif littéralement d'atteindre là, géographiquement et de provoquer un choc au contact de la manifestation de la vague bleue qu'ils qualifiaient eux d'emblée de manif d'extrême droite. Alors, on se demande bien quand même dans ce que appuyer la loi 21 et réclamer une constitution citoyenne, on se demande bien ce qu'il y a d'extrême droite là-dedans. Bon, mais passons. Alors, oui, c'est ça. Évidemment, on vous répondra que, voyez, le discours de Mme Blain nous prouve que nous avions raison de suspecter la xénophobie et d'autres travers terribles. Mais alors, est-ce qu'elle est vraiment représentative, d'abord, cette il y a deux choses que je dois dire à ce sujet-là. La colère monte. La colère monte parce que ces mouvements-là, qui sont peut-être pas au départ des mouvements hargneux, comme le mouvement de la vague bleue, deviennent hargneux justement à force de se faire pointer constamment comme des mouvements xénophobes, racistes, extrême droite, suprémacistes blancs et compagnie. Alors, évidemment que de toujours être étiqueté, toujours être affublé de ces soupçons-là, éventuellement, ça crée une colère qu'on peut effectivement associer, quand elle évolue, à celle de mouvements un peu plus sulfureux, disons. Alors là, on en revient aux grands médias dont vous parliez tout à l'heure, à travers lesquels, bien sûr, qui sont un peu la courroie de transmission, si je vous suis bien, de cette pensée qui ostracise, qui stigmatise les gens un peu plus nationalistes. Oui. Il faut quand même, je présume, tempérer un peu, puisqu'il y a désormais les médias de Québécois, pour ne pas les nommer, qui ont une mouvance là, de chroniqueurs nationalistes, là, très certainement. On pense à Mathieu Bock-Côté, mais à d'autres aussi. Alors, mais néanmoins, vous dites que l'effet demeure, c'est peut-être un effet une démarche médiatique qui dure depuis plus longtemps, celle qui ostracise et condamne le nationalisme. C'est ce que vous dites au fond. Oui, exactement. C'est une démarche, de l'élite, des élites modernes en réalité, qui ont été biberonnées à l'hyperlibéralisme à l'université et à l'idéologie diversitaire. Et cette élite-là, elle ne peut pas voir, est incapable de voir dans toute manifestation patriotique ou nationaliste quelque chose d'autre que la pointe d'un iceberg fasciste ou néo-nazi. Mais comment ça se fait justement, vous venez de dire néo-nazi, est-ce que c'est de la paresse intellectuelle? Est-ce que c'est parce qu'on est encore dans la grille d'analyse héritée de la Seconde Guerre mondiale et que le nationalisme, de ce point de vue, est très sulfureux? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à sortir de ça? Dites-vous qu'on devrait s'autoriser aujourd'hui à penser en dehors de ces paramètres-là? Je suspecte que votre réponse sera positive à cette question, mais je vous écoute. Oui, bien sûr, je le crois. Effectivement, je crois qu'il faut absolument sortir de cette grille d'analyse-là aujourd'hui. La négation du peuple, oui, évidemment, il faut se méfier. Là. On sait ce que ça peut faire. On connaît les dérives possibles de l'hypernationalisme. On l'a vu en 1945. On a vu ce que ça faisait et c'est évidemment terrifiant. Et personne n'a idée, je crois, d'importer ce genre d'horreur-là au Québec. Il n'y a absolument pas question de ça. Mais il faut aujourd'hui absolument renouer avec cette idée de nation. C'est absolument essentiel. Et renouer avec l'idée de politique, littéralement, parce que en 90, quand les deux grands axes, si je peux dire, l'axe soviétique et l'axe américain se sont apaisés suite à l'effondrement du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, eh bien,
beaucoup, dont Francis Fukuyama, entre autres, ont parlé de la fin de l'histoire. Donc, une espèce de grand apaisement généralisé où les grands conflits politiques allaient lentement s'estomper pour laisser place au libéralisme, à la démocratie libérale, marchande, capitaliste, qui devait justement apaiser les peuples. Alors, on fait pas la guerre quand on va s'acheter une télé chez Walmart, par exemple. Donc, c'est un peu l'idée. Quand les citoyens pensent à ça, ils ne pensent pas à s'affronter. Donc, il faut pas qu'ils pensent aux politiques. C'est très idéaliste, hein, quand même. Ça, oui, c'est oui, s'imaginer que absolument. les humains ne trouveront pas d'autres raisons que le nationalisme, dans ce cas-ci, pour se faire la guerre ou cultiver, faire émerger d'autres conflits. Il nous reste quelques secondes. Ce que je comprends, David Leroux, en terminant, c'est que de l'ensemble de votre propos, c'est que ce que vous nous dites un peu, c'est que le refus d'entendre certains discours provoque une radicalisation de ces discours. Un peu de la même façon qu'en Europe, en France, par exemple, on blâme les socialistes ou la gauche, bon chic, bon genre, pour avoir finalement nourri le Front National ou des pensées politiques plus extrêmes, plus radicales, plus à droite. Ben, en fait, c'est qu'on assiste à un retour du politique dans la société. Il faut faire attention, par exemple, le critère du politique, c'est la relation entre l'ami et l'ennemi. C'est très important de le comprendre. Donc, il y aura des ennemis. Par contre, ce ne sont peut-être pas les ennemis que Mme Diane Blaine, dont Mme Diane Blaine scandait les noms et les identités sur la tribune à Trois-Rivières en fin de semaine. Oui, alors il faut le rappeler. Ce ne sont pas les Arabo-musulmans, les Anglais, les Juifs. Ouais. L'ennemi pour les Québécois, l'ennemi politique, c'est la Constitution de 82, c'est le Canada, c'est la Fédération, l'idéologie diversitaire et le libéralisme contemporain. Ce ne sont pas des gens, des individus à proprement parler. Alors, c'est un régime politique qu'on doit renverser. Alors, oui, voilà. Encore moins, si je comprends votre propos, tel ou tel groupe issu de l'immigration qui se trouve à être de telle ou telle communauté. Absolument. Voilà. C'est très important d'identifier l'ennemi. Il faut identifier le bon. Voilà. Ah, mais bon, OK. On va réfléchir à ça pendant la pause. Merci beaucoup, David Leroux. On vous retrouve un peu plus tard avec un autre sulfureux sujet, soyez-en certains. Chers auditeurs, merci, David Leroux. Il est 8h01. À tout de suite.